J'espère que le rappel sur la glycorégulation ou la régulation du glucose vous a été utile et vous allez voir qu'on va mieux comprendre le mécanisme du diabète sucré lorsque nous allons aborder un certain nombre de points dans ce chapitre. Ici, oui. Alors, d'abord, la définition. Diabètes vient d'un terme grec qui veut dire passer à travers. Passer à travers. Parce que dans le temps, les urines des diabétiques étaient sucrées et il y avait un attrait pour ces urines de divers insectes, et les médecins grecs avaient constaté que à travers cette observation, le glucose passait dans les urines. Le diabète sucré, dans la définition plus récente, correspond à une hyperglycémie chronique liée à une carence en insuline. Que la carence soit absolue, c'est le diabète insulinoprive ou diabète de type 1, ou alors la carence est relative. On comprendra tout à l'heure comment en insuline, c'est le diabète de type 2. La gravité de cette maladie est liée, en dehors de ces complications dégénératives, aux accidents aigus, les comas. Et évidemment, dans les conséquences dégénératives, c'est surtout les atteintes vasculaires et neurologiques de divers organes. D'abord, la glycémie, nous l'avons déjà définie dans le chapitre sur la glycorégulation, je n'insiste donc pas. De la même manière qu'il s'agit d'un état dynamique d'équilibre du glucose et qui va être le reflet d'une part de l'apport, de l'utilisation et du stockage du glucose selon les moments rythmés par les repas et selon les efforts physiques ou les stress qui vont émailler la vie de tous les jours. En tout cas, le diabète est défini comme une hyperglycémie, si cette glycémie est supérieure à 7 millimoles par litre, et en ayant présence à l'esprit que l'hypoglycémie est aussi menaçante, puisque la glycémie peut être inférieure à 3,5 millimoles par litre. Alors, quelques mots rapides sur le métabolisme du glucose. On en a largement parlé dans le cours sur la glycorégulation. Le glucose va donc arriver au niveau du sang, c'est la glycémie, et le taux de glucose dans le sang est la glycémie, et il est ainsi le produit de l'absorption intestinale. Il est stocké au niveau du foie sous forme de glucogène, et à partir du glucogène, il peut y avoir un catabolisme selon les besoins de ce glycogène, et c'est la glycogénolyse qui va permettre la production de glucose dans le sang. Tout à fait à gauche de cette planche, vous voyez que la production de substances glucidiques à partir de résidus non glucidiques, protides, lipides, c'est la néoglucogénèse et peut être d'un apport également comme source d'énergie. La production ou le relagage de glucose dans le sang va permettre à ce sucre de pénétrer à l'intérieur de la cellule et de suivre les diverses voies métaboliques à travers les différentes étapes, et pour aboutir par le cycle de Krebs, ou alors le sucre qui n'est pas utilisé est transformé en glucogène sous forme de réserve. La régulation de la glycémie se fait
selon deux systèmes, selon qu'ils augmentent la glycémie, hyperglycémiant, ou selon qu'ils la diminuent, hypoglycémiant. Le système hyperglycémiant, soit il est rapide, c'est-à-dire à court terme, c'est l'adrénaline et le glucagon, ou alors il peut mettre en jeu des hormones qui agissent à long terme, c'est la somathormone ou encore la growth hormone, la GH, et encore les corticostéroïdes. Il y a à côté de ce système hyperglycémiant un seul système, en gros le plus puissant, c'est-à-dire le système hypoglycémiant qui est représenté par l'insuline. La somatostatine, qui est également une hormone sécrétée par le pancréas, a une action sur les deux systèmes, mais à prédominance hypoglycémiante. L'insuline, j'insiste pas, j'en ai parlé largement au cours du cours sur la glycorégulation, et pour la classification du diabète, en gros, soit le type 1, c'est-à-dire le diabète maigre, encore appelé juvénile, encore appelé insulinodépendant, acidocétosique, ou encore qui va largement dépendre d'un système auto-humain. Le type 2, c'est d'ailleurs le plus fréquent, c'est le type de diabète qui est lié à l'obésité, appelé encore diabète gras, c'est le diabète de l'adulte, le diabète non insulinodépendant, autrement dit, on le verra, l'insuline est sécrétée, elle est disponible, mais divers mécanismes vont la rendre inefficace. Il n'est pas producteur d'acidocétose en général et de manière en tout cas fréquente comme dans le type 1, et il y a des antécédents familiaux de diabète et liés assez souvent à l'hypertension artérielle et au désordre des lipidoprotéines. La pathogénie de ce diabète, que ce soit le diabète 1 ou le diabète 2, est donc une insuffisance absolue dans le type 1 ou relative en insuline, ce qui va entraîner une hyperglycémie chronique parce que l'organisme ressent une indisponibilité de ce glucose, même s'il est présent, et ainsi il va y avoir une simulation de mécanismes de production de glycémie et qui va entraîner une majoration de cette glycémie qui, pour éliminer le glucose créé par l'hyperglycémie, va entraîner une augmentation d'élimination urinaire du glucose, la polyurie osmotique, et qui va elle-même expliquer d'une part la déshydratation et d'autre part la soif, la polydipsie. Pour ce qui est du mécanisme du diabète insulinodépendant, autrement dit du diabète lié à une carence vraie en insuline. L'insuline n'est pas produite de manière correcte ou alors elle est carrément absente. Cette carence en insuline va entraîner son corollaire, c'est-à-dire le défaut de pénétration de glucose dans la cellule. Les cellules musculaires, donc, ne peuvent pas bénéficier de ce glucose et ainsi, il va y avoir un catabolisme protidique pour que les cellules aient accès à une autre source énergétique par la destruction des protéines, et ça explique l'amaigrissement et qui s'accompagne également de polyphagie pour essayer de pallier cette diminution de la masse musculaire. Le défaut de pénétration cellulaire maintenant du glucose va stimuler le système hormonal, c'est-à-dire que toutes les hormones
hyperglycémiantes vont être sécrétées, le glucagon, l'adrénaline, le cortisol. C'est comme si la cellule, malgré la présence de glucose, n'était pas en mesure d'avoir un métabolisme normal. Donc, elle va se mettre à produire en excès du glucose. Ainsi, au niveau du foie, il va y avoir mise en jeu des systèmes qui vont pallier à cette indisponibilité de glucose dans la cellule, néoglycogénèse et glycogénolyse, ce qui va majorer bien entendu la glycémie, puisque non seulement le glucose ne pénètre pas dans la cellule, mais en plus il est produit en excès. De la même manière que pour ce qui est des cellules des cellules graisseuses, des adipocytes, il y a une lipolyse. Cette lipolyse, nous en avons expliqué les conséquences métaboliques, biochimiques dans le cours sur la glycorégulation, va entraîner la production de corps cétoniques, et ces corps cétoniques sont à pH acide et qui va expliquer l'acidocétose qui accompagne ces diabètes de type 1, diabète juvénile, et qui peuvent être source d'ennuis graves. Toujours pour le diabète de type 1, le diabète insulinodépendant. Quelles sont les causes les plus retenues? Il peut y avoir d'abord une destruction du pancréas par des pancréatites virales. Ainsi, les cellules bêta d'îlot de Langerhans vont être atteintes. Un autre mécanisme, c'est la production par des systèmes, des perturbations plutôt dues à des tumeurs, par exemple les tumeurs à somatostatine, le somatostatinome, et ainsi ce qui va entraîner une diminution de la production d'insuline, puisque la somatostatine, nous l'avons vu, agit aussi sur le système de régulation de la glycémie, de la même manière que l'hypokaliémie va être un facteur d'insulinopénie. Cette insulinopénie, donc non-disponibilité de l'insuline, va entraîner un défaut de pénétration cellulaire du glucose, puisque je vous rappelle que l'insuline est nécessaire à la pénétration du glucose à l'intérieur de la cellule. Je vous rappelle également qu'il y a un récepteur cellulaire dans la membrane cellulaire au niveau de la cellule réceptrice de la cellule cible de l'insuline, au niveau donc de la membrane cellulaire, le récepteur à l'insuline, et ainsi il peut y avoir soit une insulinopénie, nous en avons parlé, nous venons d'en parler tout à l'heure, soit alors une anomalie au niveau de la cellule cible elle-même, c'est-à-dire une anomalie au niveau du récepteur à l'insuline. Toutes ces anomalies liées à l'insuline vont bien sûr expliquer l'hyperglycémie. On va passer en quelques mots au mécanisme du diabète sucré non insulinodépendant. Je vous rappelle que c'est le plus fréquent, c'est le diabète de type 2, c'est le diabète mature, et ainsi, dans ce diabète, très généralement, l'insulinémie est normale. Seulement, elle peut être retardée par rapport au stimulus glucose. Et ces retards dans l'activité de l'insuline est résumé dans ce qu'on appelle l'insulinorésistance. C'est comme si l'insuline, bien que disponible, ne permet pas, dans un espace de temps raisonnable ou physiologique, de jouer son rôle et de réguler la glycémie. Vous voyez sur ce schéma, en abscisse, le temps en minutes dans l'action de l'insuline, et vous voyez en ordonnée les concentrations d'insuline en milliunités par millilitre. Vous voyez par exemple que
quand on regarde l'évolution de l'insulinémie après l'administration du stimulus glucose à raison de 100 grammes de glucose par voie orale, chez le non-diabétique, ici en violet, vous voyez qu'il y a un plateau qui est atteint, c'est-à-dire l'insulinosécrétion normale est atteinte et qu'il y a un peu avant les 30 minutes, il y a le pic en plateau qui va être atteint et qui va durer à peu près 120 minutes et qui va diminuer à partir de ce moment-là. Alors que chez le diabétique en bleu, vous voyez qu'il y a cette courbe qui va commencer une ascension plus basse, c'est-à-dire une insulinémie plus basse que normalement, et qui va monter et qui va atteindre un pic très important, supérieur à 200 milliunités par litre, et qui va continuer à augmenter, ce qui fait qu'il y a évidemment dans ce cas-là, on le voit, une inefficacité dans l'activité de l'insuline, puisqu'elle n'atteint pas son niveau normal, elle le dépasse même, mais dans une courbe ascendante et qui continue d'augmenter. Qu'est-ce qu'on peut dire des étiologies, des causes, comment on peut expliquer la survenue du diabète de type 2, du diabète insulino-dépendant. On part toujours de la cellule bêta des îlots de Langerhans. Alors il y a soit une insulino-sécrétion inefficace, autrement dit, l'insuline elle-même est produite de manière qui n'est pas correcte sur le plan de sa séquence. Il peut y avoir une erreur dans l'hormonogénèse. Et on voit ici des cellules qui, dans leur séquence, ne correspondent pas à l'insuline normale telle que nous l'avons décrite dans sa constitution chimique. Ou alors, il peut y avoir une insuline qui devient inefficace parce qu'il y a des auto-anticorps ou des anticorps anti-insuline circulant, très généralement produites par l'organisme lui-même pour des raisons très obscures. C'est comme si l'organisme lui-même ne reconnaissait pas une substance qu'il produit pourtant lui-même. L'obstacle à l'action physiologique de l'insuline peut être à distance, au niveau du récepteur à l'insuline. Rappelez-vous, nous avons vu cette séquence pour ce qui est du diabète de type 1. Autrement dit, au niveau du récepteur membranaire à la molécule d'insuline, au niveau du site de liaison de l'insuline à son récepteur cellulaire, il peut y avoir une anomalie du récepteur lui-même. Ou alors, l'anticorps va cette fois-ci attaquer toujours un auto-anticorps qui va cette fois-ci attaquer le récepteur membranaire de l'insuline. L'insuline va arriver, elle va trouver la serrure bloquée par un corps étranger qui est celui qui est représenté par l'auto-anticorps. Et ainsi, au niveau de la cellule cible, évidemment, le glucose ne va pas pénétrer et il y a défaut de pénétration du glucose, ce qui explique l'hyperglycémie. Je termine par les orientations thérapeutiques. Il est évident que le but, c'est d'empêcher l'hyperglycémie. Vous verrez plus tard, quand vous ferez le diabète sucré en clinique, que l'hyperglycémie elle-même est très dangereuse, puisque le glucose va se déposer et continuer de se déposer au niveau de toutes les structures de l'organisme, et que ce trouble métabolique, il faut absolument le corriger. C'est la diminution de la glycémie ou ramener la glycémie autour des valeurs normales. Il faut aussi porter
voire maintenir le poids du corps à une valeur idéale, puisque nous avons vu que, en particulier chez l'obèse, il y a une résistance à l'insuline, une insulinorésistance qui est liée justement à cet excès de poids, et là on peut l'obtenir par un régime alimentaire, donc la diététique chez le diabétique. Il faut aussi prévenir des accidents graves et surtout les comas aigus, en particulier chez ces individus tels que le coma hyperosmolaire ou alors le coma par acidose, ou encore il faut suivre les dégénérescences qui peuvent survenir au niveau vasculaire et neurologique. Je vous rappelle que ici les complications sont redoutables, telles que les complications oculaires et les complications à côté des complications vasculaires, complications neurologiques, il y a l'atteinte en particulier des reins et de l'œil. Les moyens, en gros, c'est malheureusement un traitement substitutif à vie et qui consiste soit à donner de l'insuline lorsque le diabète est de type 1, insulino-dépendant, et dans le traitement de tous les comas, même s'ils surviennent, bien que plus rares chez le diabète de type 2, l'insuline est indispensable. Ou alors, très généralement, dans les diabètes les plus fréquents, c'est-à-dire les diabètes de type 2, diabète du sujet d'âge mûr, ce sont les hypoglycémiens oraux. Il y en a plusieurs classes, parmi lesquelles les sulfamides qui ont une action au niveau du pancréas, ou alors les biguanides qui ont une action au niveau de la cellule. Depuis lors, plusieurs molécules à visée hypoglycémiante sont disponibles et il y a énormément de molécules de ce genre qui sont produites et qui sont de plus en plus efficaces.